Bonjour Madame Grésy, Bonjour. merci pour votre acceptation. Ben, écoutez, c'est un plaisir. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos internautes? Alors, je m'appelle Brigitte Grésy, je suis actuellement secrétaire générale du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui est une instance qui essaye de promouvoir un peu l'égalité dans le monde du travail. Et puis, j'ai une carrière très très variée, mais je suis ce qu'on appelle un haut fonctionnaire. Quelle a été l'origine de votre passion dans ce métier? Alors, j'ai d'abord été professeur pendant un certain nombre d'années avec des jeunes, des moins jeunes, pendant plus de 15 ans. Et ça a été une période extraordinaire de ma vie, je dois le dire. Et puis ensuite, j'ai eu l'impression que je piétinais un peu, que je n'arrivais pas à me renouveler. Et donc, j'ai passé un concours qui s'appelle l'École nationale d'administration, parce que ça me permettait d'envisager des tas de postes différents. C'est-à-dire que c'était quelque chose d'interministériel et je pouvais aller comme ça dans des tas de lieux. Et donc, à cette espèce de localisation un peu unique que j'avais dans un lycée, j'ai voulu élargir mon champ d'action, le champ des possibles. Et donc, je suis partie grâce à ce concours. Donc, un de vos thèmes majeurs surtout, c'est l'égalité homme-femme. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une réelle égalité? Alors, le sujet est bourré de paradoxes, hein, vous imaginez bien. C'est-à-dire qu'il y a des avancées notables en termes de taux d'activité. Je crois que le travail des femmes dans le tertiaire, dans le salariat, c'est une des grandes révolutions du XXe siècle. Il y a de plus en plus de femmes cadres. Donc, il y a des progrès. Mais à côté de ça, il y a un volet beaucoup plus sombre, c'est qu'en fait, il y a un écart croissant entre les femmes cadres qui avancent, qui jouent le jeu de la mixité, qui prennent la place des hommes parfois, des places anciennement réservées aux hommes, et puis les femmes non cadres qui peuvent s'enfoncer dans la précarité. Le sous-emploi, les 2/3 des salariés à bas salaire, ce sont des femmes. Et on a donc là un problème lourd sur le marché de l'emploi, de la position des femmes, avec des raisons d'espérer beaucoup, de changement, de progression, et puis du maintien d'inégalités, voire de régression. Justement, quelles sont les personnalités qui vous ont le plus impressionné au cours de votre carrière? Alors, moi, je ne suis pas quelqu'un qui se donne des idoles. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais réussi à me dire mon idole, même en musique, même. Alors, pourquoi, je n'en sais rien. Mais en revanche, j'ai beaucoup de personnes que j'admire et ça a été notamment des supérieurs hiérarchiques que j'ai pu avoir, autant hommes que femmes. Et c'est pour ça que tous les débats actuels sur les hommes sont ceci, les femmes sont cela. Moi, j'ai eu des patrons hommes d'une humanité, d'une intuition extraordinaire, et j'ai eu des patronnes femmes également, mais aussi des sexistes, mais aussi des femmes caractérielles. Donc, je crois que la diversité des relationnels que j'ai pu avoir, notamment avec des ministres aussi, puisque j'étais directrice de cabinet de ministres, fait que j'ai à la fois une grande connaissance de la comédie humaine, dont je fais partie. Je suis une actrice de la comédie humaine, mais aussi je sais maintenant ce que je veux et ce dont je ne veux plus. Et je sais, alors j'y arrive pas tout le temps, que les valeurs de bienveillance et de tolérance sont quand même des choses qui peuvent garantir un certain équilibre et une certaine sérénité dans son lieu de travail. Je suis une femme qui ne peut plus survivre si elle n'a pas de projet. C'est-à-dire que je m'inscris dans le jour à venir. Il faut avoir des projets. Alors bouger dans sa tête, bouger dans son corps. Mais si je ne peux pas m'inscrire dans quelque chose qui fait partie du récit collectif, plus que du récit de ma propre vie, dont je ne sais pas du tout lequel il est d'ailleurs, mais si je ne peux pas m'inscrire dans un récit collectif, alors je me sens mal. Donc ma vie, depuis que je suis née, je crois d'ailleurs, ça a toujours été d'essayer d'accumuler des briques ou d'emprunter des chemins qui peuvent, souvent changeants d'ailleurs, parce que je n'ai pas du tout une histoire linéaire, qui m'ont permis de m'inscrire dans un projet, mais aussi dans une histoire collective. Et le récit que j'essaye d'écrire en ce moment, c'est l'histoire des hommes et des femmes sur le marché du travail. Et je l'écris
évidemment du point de vue des femmes, parce que je suis une femme, parce que je subis des inégalités, du sexisme et que je veux le combattre. Mais aujourd'hui, je considère aussi que les hommes doivent écrire leur propre récit si on veut se rencontrer un jour, parce qu'on est dans un état d'interdépendance très forte. Et voilà, je suis très intéressée par ce qui se passe aujourd'hui, aussi du côté des hommes qui restent la grande muette, si on peut dire, comme l'armée. Ils ne parlent pas beaucoup, ils ne disent pas les choses, sauf un discours soi-disant masculiniste qui est souvent d'ailleurs promu par les femmes elles-mêmes, certaines femmes très, très conservatrices. Et voilà, autant je joue pour muscler, pour enrichir de plus en plus le discours des femmes, le récit des femmes sur cette égalité, autant aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé avec l'affaire Weinstein ou Weinstein, comme on dit, ou MeToo, je pense que les hommes vont devoir inscrire leurs paroles dans ce récit collectif. Ils ne l'ont pas fait pendant très longtemps parce qu'ils n'avaient aucun intérêt à le faire, aucun plaisir à le faire. Ils avaient les postes, ils avaient les privilèges, ils avaient les fonctions, ils avaient ce statut de pater familias dans cette sphère de l'intime où ils n'allaient pas, ou très peu, et ils ne sentaient pas le besoin d'y aller. Mais aujourd'hui, les choses se reconfigurent, notamment parce que les femmes ont changé un peu leur manière d'être et de vivre. Et à partir du moment où ça bouge du côté des femmes, eh bien, ça entraîne des mouvements aussi du côté des hommes. Et c'est ces paroles-là que j'attends. Les hommes et les femmes, on oublie la troisième catégorie qui est déjà actuellement là, présente, l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle puisse séparer les hommes et les femmes ? Alors, je crois que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui s'applique dans l'entièreté, qui commence à s'appliquer, parce qu'il faut aussi ne pas mythifier les applications aujourd'hui de l'intelligence artificielle. On est quand même assez balbutiant sur un certain nombre de projets. Ça s'inscrit dans l'entièreté des comportements humains, que ce soit le rapport à la médecine, que ce soit le monde du travail. Donc moi, je travaille en ce moment au sein du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, dont je suis la secrétaire générale, qui est un organisme paritaire avec tous les partenaires sociaux. Je travaille sur les procédures RH, donc de recrutement et d'accompagnement au déroulement de carrière des salariés et .e.s. Pour voir quels sont les biais de sexe, c'est-à-dire quels sont les leviers ou les freins qu'on peut rencontrer à toutes les périodes de recrutement, c'est-à-dire l'offre de poste, les tris de CV, l'entretien et la décision finale. Et c'est là où, évidemment, on a affaire à des algorithmes, donc des algorithmes simples qu'on trouve partout, et puis des algorithmes plus compliqués, où on pourrait faire intervenir l'intelligence artificielle avec notamment des algorithmes apprenants, etc., mais on est encore très loin du compte, et l'utilisation de big data et de données récupérées partout, y compris dans des lieux où le sexisme est très fort. Et il y a un risque aujourd'hui que les big data et les algorithmes intègrent dans leur boîte des données sexistes, des données sexuées un peu tronquées, et des valeurs de l'entreprise ou des profils qu'on trouve sur les réseaux sociaux qui vont se percuter et créer peut-être des discriminations à l'égard des femmes. En tout cas des discriminations, en tout cas des biais de sexe à l'égard des femmes. Et on peut avoir en sortie, en output d'un logiciel sur le recrutement, eh bien, une majorité d'hommes, parce qu'on aura rentré des données qui ne prenaient pas en compte un certain nombre de caractéristiques qui sont propres aux femmes aujourd'hui, qui ne sont pas sexo-spécifiques, mais qui sont propres au comportement majoritaire des femmes aujourd'hui, et avec des effets d'éviction très fortes de la population féminine. Alors, je ne sais pas si ça va éloigner les hommes des femmes, mais ça peut créer des distorsions dans l'appréhension de ce que peut être tout le potentiel des femmes. Est-ce que vous avez un message pour les femmes et les hommes, ceux et celles qui veulent se lancer dans leur propre projet ? Alors, moi, je suis toujours quelqu'un qui essaye de casser la culpabilité. Les hommes et les femmes n'ont pas été fabriqués de la même façon depuis l'enfance. Il y a vraiment une fabrication des sexes différente et on n'apprend pas la confiance en soi de la même façon pour les filles et les garçons.
On apprend pour les garçons la confiance en soi dans l'appropriation de l'espace, l'appropriation des manipulations spatiales qui apprennent des compétences mathématiques essentiellement. Et puis aux filles, on leur apprend une forme de confiance dans la sphère privée, dans la verbalisation. Et donc, on voit bien que ces deux espaces sont très différents puisque ça permet aux garçons de se sentir légitimes dans la sphère publique et aux filles de se sentir légitimes dans la sphère privée. Or, les enjeux sont précisément comment hommes et femmes peuvent acquérir de la légitimité dans l'autre sphère. L'une des sphères, la sphère publique, qui est désirable pour les femmes et indispensable pour les femmes parce que c'est le lieu de l'autonomie financière et du travail. Et nous ne pouvons pas y échapper parce que les modèles familiaux se sont modifiés. Et l'autre sphère, qui est la sphère de l'intime pour les hommes, qui jouit d'un déficit de désirabilité du côté des hommes, parce que c'est considéré comme quelque chose de facile, c'est la sphère des femmes, c'est naturel, on n'a pas à apprendre. Or, s'occuper d'un nourrisson, il n'y a rien de plus dur, beaucoup plus dur que de s'occuper de n'importe quel dossier. C'est quelque chose où on n'a pas les clés, où on ne peut pas raisonner. C'est quelque chose où même, je veux dire, l'intuitif ne fonctionne pas. Et donc, ça nous met dans des espèces de désarroi hallucinant. Et moi, je dis toujours qu'il est plus difficile de s'occuper d'une colère d'un nourrisson que d'une colère d'un patron. Et on a là ces deux sphères qui ont chacun leur champion. Et on voit bien que maintenant, les champions, ils doivent aller dans l'autre sphère aussi. Et que les clés ne sont pas les mêmes pour les deux, parce qu'il est plus facile de pousser la porte d'une cuisine que de pousser la porte d'un conseil d'administration. Mais si les hommes ne poussent pas, c'est qu'ils n'ont pas envie et qu'ils n'ont pas intérêt. Et s'ils ne s'occupent pas assez des enfants, s'ils sous-traitent trop cette responsabilité aux femmes, c'est qu'ils n'ont pas encore vu l'intérêt et qu'ils n'en ont pas le désir. Et même si dans l'entreprise, tout est fait pour leur montrer que le temps du travail est prioritaire et qu'il y a un rite sacrificiel du temps. Et s'ils n'ont pas ça, eh bien, ils n'auront pas les bons postes. Donc il y a du chantage au temps contre les hommes, beaucoup plus que contre les femmes dans l'entreprise. Contre les femmes aussi, mais les femmes, elles ne peuvent pas faire autrement, parce que sinon les enfants, ils sont tout seuls à la rue. Est-ce que vous avez un mot de la fin, un dernier mot pour nos internautes ? C'est très compliqué. C'est éviter... il faut une petite dose de culpabilité pour se remettre en cause, sinon on n'est pas bon. Mais éviter trop de culpabilité pour pouvoir adopter un chemin dans lequel on puisse trouver un équilibre. Mais les chemins sont multiples. Voilà. Les chemins sont multiples. Quand on dit « osez être qui vous êtes », moi je ne sais toujours pas qui je suis, et pourtant c'est bien quoi, ce que je fais. Donc c'est bien pour moi, enfin ce que je veux dire. Et c'est peut-être bien aussi pour les autres, j'en sais rien. Donc voilà, il y a 1000 chemins, mais il y a un moment donné où il faut se dire je suis actrice de ce chemin qui peut devenir mon destin. Mais un destin, on peut toujours le changer. On peut espérer quand même toujours faire bouger les choses. Très bien. Sur ce, merci infiniment, Madame Grésy, et puis continuez à faire ce que vous faites, quoi. Merci à vous.